Voilà tout pour les titres. Merci de choisir Télé 50. Explosion du dépôt d'armes du camp militaire Nyongolo à Mbuji-Mayi. On en parle encore. Le chef de l'État, Joseph Kabila, a tenu à soulager les familles des victimes de ce drame. Une assistance financière consistante est arrivée dans cette ville via la Banque centrale du Congo, annonce faite par le gouverneur de la province à la presse ce lundi. Au cours de cet échange, Alphonse Ngoï Kassanji a également souligné que les 21 corps des victimes seront portés en terre mardi après un culte œcuménique qui sera organisé sur la grande place de la Poste. Crispin Tchibikoufwa est notre correspondant sur place. Le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, vient d'envoyer une assistance financière pour consoler toutes les familles qui ont perdu un de leurs dans cette tragédie. C'est le gouverneur de province qui l'a annoncé cet avant-midi à la presse locale. Alphonse Ngoï Kassanji a en outre indiqué que le président de la République a pensé assister également tous les blessés hospitalisés actuellement par la prise en charge totale de leurs soins. Toutes les familles dont les maisons ont été endommagées vont également recevoir une assistance financière pouvant permettre de réparer les dégâts causés par les obus. Au cours de ces face-à-face avec la presse locale, l'autorité provinciale a présenté ses condoléances au nom de toute sa hiérarchie aux familles éprouvées. Les 21 corps des victimes se trouvant à la morgue Notre-Dame de l'Espérance s'est remis en terre ce mardi 28 janvier après l'organisation d'un culte économique en leur mémoire sur la grande place de la Poste. Concernant les précautions à prendre pour que pareil désastre ne se produise plus, Alphonse Ngoï Kassanji a rassuré que le gouvernement provincial, avec l'appui de la MONUSCO, va faire appel dans quelques jours aux experts de l'ONG MAG pour détruire toutes les bombes se trouvant au camp brigade Nyongolo en attendant la construction d'un autre dépôt d'armes loin des parcelles résidentielles. Mbuji-Mayi, Crispin Tchibikoufwa, Télé 50. Dans l'actualité également, les États-Unis désapprouvent toute tentative de réorganisation du M23. C'est leur envoyé spécial dans la région des Grands Lacs Russ Feingold qui l'a déclaré à l'issue de ses entretiens dimanche à Goma avec le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku. Il souhaite plutôt voir les ex-rebelles du M23 désarmés et réintégrer la vie nationale pour ceux qui sont éligibles. C'est une déclaration qui retentit une nouvelle fois comme un avertissement des États-Unis à l'endroit de tous les pays voisins de la RDC, toujours accusés de porter des bouts de bras le M23. Le mouvement aux abois depuis sa défaite militaire et diplomatique. Et c'est visiblement sur les dernières révélations du récent rapport du groupe d'experts de l'ONU que se fonde Washington. Son envoyé spécial pour la région des Grands Lacs, Russ Feingold, a dûment déclaré vouloir voir les ex-combattants du M23 désarmés et intégrés dans la vie nationale pour ceux qui peuvent l'être. Pas d'amnistie cependant pour tout combattant sur qui pèsent des fortes présomptions des crimes contre l'humanité et autres crimes de guerre, a-t-il tenu à préciser, emboîtant ainsi les pas aux sénateurs congolais qui ont levé l'option des non-amnisties pour tous les criminels de guerre. La plupart d'entre eux se sont justement réfugiés au Rwanda où ils ne sont nullement inquiétés à fustiger la MONUSCO et Human Rights Watch et ce en violation flagrante des textes et de l'esprit de l'accord cadre d'Addis Abeba signé notamment par ces deux pays. La désapprobation des États-Unis résonne donc comme une mise en garde à prendre très au sérieux par la rébellion et ses parrains. À l'Assemblée nationale, la plénière de ce lundi a été marquée par les réponses du ministre délégué aux Finances, Patrice Kitebi, aux préoccupations des députés en rapport avec le projet de loi portant dispositions particulières au projet de coopération. Il a été également question du rapport de l'audition de l'ADG intérimaire de la SNCC, Fabien Lumbala. À travers ce projet de loi, l'État congolais vise à inciter les investisseurs au développement par les infrastructures de base. L'État congolais prône des mesures particulières, fiscales et non fiscales, conformément aux autres projets de loi déjà adoptés à l'Assemblée nationale, notamment le code minier, les codes des investissements forestiers et hydrauliques. En deuxième temps, la plénière a suivi le rapport sur l'audition de l'ADG ad intérim de la SNCC par la commission mixte paritaire Assemblée nationale Sénat, aménagement du territoire et ECOFIN sur la tension sociale suite à la suspension des délégués syndicaux
de la SNCC par le ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, ainsi que le financement de la SNCC par la Banque mondiale. Les recommandations de l'Assemblée nationale demandent au ministre Bahati Lukwebo de reporter sa décision sanctionnant les délégués syndicaux, ainsi que la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire qui devra établir la vérité sur le terrain. L'opposition et la majorité sont restés divisés sur ce point. Vous avez senti que le président de la commission lui-même a eu des difficultés pour établir la culpabilité du ministre. Il a eu des difficultés pour nous convaincre que la Constitution a été violée. Comment se fait-il que vous arrêtez à l'article 38 alors que l'article qui vient juste en bas dit autre chose? On a suspendu les délégués syndicaux, mais ça n'a pas apporté de réponse. Mais c'est avec eux qu'il faut négocier. S'il y en a parmi eux qui ont commis des actes répréhensibles par la loi, mais il y a un procureur général à Lubumbashi qui s'en saisisse. Effectivement, il y a un problème social à la SNCZ. Mais il faut aussi admettre qu'il y a un début de solution pour le problème de la SNCZ actuellement, avec le projet PTM que le gouvernement pilote et l'acquisition de locomotives par des ressources propres du gouvernement. Il y a un début de solution qui est en cours. Vous le savez, c'est chaque lundi que le Premier ministre Matata Ponyo réunit autour de lui les différents membres de la troïka politique, notamment le ministre délégué aux Finances, celui de l'économie, ainsi que le gouverneur de la Banque centrale du Congo. À la primature, il était question de parler du plan de l'évolution récente, de la situation économique en RDC, l'évolution au niveau du secteur bancaire et bien évidemment de la question sur la politique générale, surtout en ce qui concerne la dédollarisation. Je vous propose donc de suivre le ministre délégué aux Finances, Patrice Kitebi, qui fait ici le point sur la troïka stratégique de ce lundi 27 janvier. En termes d'évolution des prix intérieurs, globalement les choses se passent plutôt bien. Il y a un recul de l'inflation au cours de la dernière semaine et les projections annualisées tendent à démontrer qu'on n'est pas loin de la situation que nous avons connue sur l'année 2013. Ça, c'est un premier aspect que nous avons abordé. Deuxièmement, le gouverneur de la Banque centrale, dans ses interventions, nous a donné un petit peu l'évolution au niveau du secteur bancaire. Et on peut noter utilement que les principaux paramètres caractéristiques de la situation des banques ont enregistré en 2013 une évolution également favorable. Les bilans de banques ont augmenté, si ma mémoire ne me trahit pas, de 17%. Le niveau de dépôt s'est accru de 14% et le niveau des crédits a également enregistré un accroissement de 26%. Nous avons beaucoup parlé aussi de la question de la politique générale en matière de dédollarisation. Et le chef du gouvernement nous a rappelé l'instruction du chef de l'État en ce qui concerne le paiement, l'acquittement par toutes les entreprises des droits et taxes, notamment des entreprises du secteur minier et du secteur pétrolier, en monnaie nationale. Dans le même ordre d'idée, nous avons parlé de la réglementation de change qui est en cours de révision. Et il est important qu'au sein de cette réglementation de change rénovée, les dispositions en ce qui concerne la dédollarisation soient cohérente avec la politique, l'esprit et la lettre de la politique qui est poursuivie actuellement. Et c'est parti pour l'opération de la cartographie pour le deuxième recensement général de la population et de l'habitat en RDC. C'est une firme portugo-japonaise, Sinfic Quatenus, qui a décroché ce marché de 11 millions de dollars américains. Le contrat a été signé ce lundi entre le gouvernement congolais, représenté par le ministre du Plan et la firme, Charlotte Ibouaba. Après la mise en place des organes de base, l'acquisition des locaux et l'achat d'un lot important des véhicules, le projet des recensements entre dans sa phase opérationnelle. Pour mener à bien cette opération, le gouvernement de la République a recouru à une expertise avérée. Il s'agit de la firme Sinfic Quatenus, recrutée au terme d'une sélection rigoureuse après un appel d'offres international. La signature du contrat de 11 millions de dollars américains permettra à cette firme de fournir une assistance technique pour la production des nouvelles cartes géographiques du pays, l'acquisition des équipements complémentaires ainsi que la formation des agents du bureau central de recensement. C'est immédiat, nous venons de signer le contrat
Très prochainement, dans les toutes prochaines heures, nous prendrons des dispositions pour les paiements, bien entendu, des tranches voulues pour permettre à cette firme de pouvoir démarrer les travaux. Les équipes d'IBCR ont déjà été recrutées, bien sûr, il y a d'autres qui vont être recrutées. Nous sommes en train, comme vous le savez, d'installer un peu partout dans toutes les provinces les bureaux centraux de recensement. Donc je peux vous dire que cette année, l'année 2014, c'est l'année de la cartographie censitaire. C'est un grand défi, comme le directeur général de SINFIC l'a dit, mais nous pensons que c'est un défi à la hauteur du peuple congolais, des institutions de la République et du PCR. Du même coup, un protocole d'accord a également été signé entre la dite firme et l'Institut national de statistique, l'Institut géographique du Congo, ainsi que l'Agence nationale de la météorologie et de la détection par satellite, en vue d'un travail de synergie pour la réussite de cette opération très délicate. En santé, le Comité national de coordination du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, les partenaires techniques et financiers se sont réunis ce lundi en Assemblée générale pour la signature de la note conceptuelle VIH-Sida, une note qui traduit clairement les besoins de la base dans la lutte contre la pandémie pour l'obtention de 130 millions de dollars américains du Fonds mondial. Ces gestes viennent couronner ces processus débutés depuis mai 2013 avec l'élaboration d'abord du plan stratégique national de lutte contre le VIH-Sida. Un processus qui a conduit à l'élaboration de la note conceptuelle pour déboucher enfin à sa signature intervenue après présentation détaillée du document. Aujourd'hui, je dirais que nous sommes très contents en tant que société civile de pouvoir être intégrés dans ce processus, arriver à produire le document final qui a convaincu tout le monde jusqu'au niveau de la signature. C'est une victoire collégiale. Merci au gouvernement, merci à tous les partenaires techniques et financiers parce qu'ils ont accompagné le processus pour que ça se passe dans le respect des normes internationales. Et ici aussi, merci à toute la communauté qui était impliquée pour voir comment intégrer leurs besoins de la base dans ces documents. Cette annotation comprend 6 modules prioritaires retenus après un travail de longue haleine dont se félicite le Fonds mondial. Je facilite ce travail, mais c'est vraiment le début du travail. Les prochaines étapes, c'est une évaluation de la note conceptuelle et faire le travail pour avoir une subvention de bonne qualité pour que nous puissions continuer la subvention et les fonds du Fonds mondial. 130 millions de dollars américains, c'est la somme qui doit débourser le Fonds mondial et le décaissement ne devra plus traîner. On a les subventions actuelles qui décaissent jusqu'à la fin de cette année et les décaissements qui vont accompagner cette note conceptuelle vont commencer le début 2015. Une fois décaissés, ces fonds permettra à la RDC de faire un véritable bond en avant dans la lutte contre le VIH-Sida. Ils sont plus de 500 jeunes étudiants en droit à avoir visité le centre pénitentiaire de Makala. L'objectif étant de concilier la théorie à la pratique dans le domaine de la justice concernant le procès par empoisonnement. Et c'est le professeur en droit en RDC, Théodore Goy, qui les y a conduits. Regardez. Ici, nous sommes dans la prison de Makala à Kinshasa. Ces étudiants en faculté de droit de l'UPC sont venus personnellement se rendre compte de comment le procès se déroule au sein de ces centres de rééducation. L'audience consistait en une instruction de la cause qui concerne des faits infractionnels, des meurtres au moyen de substances susceptibles de donner la mort plus ou moins promptement, que nous appelons empoisonnement. Parce que, voyez-vous, l'infraction d'empoisonnement a été regardée historiquement comme une infraction de trahison, de perfidie, de lâcheté. À cette séance, c'est le procès d'empoisonnement qui a été mis en exergue. Une satisfaction pour les étudiants qui ont concilié la théorie à la pratique, selon eux. Cette initiative s'est allouée, nous remercions le professeur. Un bel exemple pour ces jeunes étudiants en droit qui s'attellent déjà pour l'application d'une bonne justice en RDC avant qu'ils deviennent soit juges, avocats ou du côté du ministère public.
Joseph Kabila, stratégie politico-militaire et intelligence diplomatique, c'est le titre d'un nouvel ouvrage porté sur fond baptisement en RDC. Il est l'œuvre de Léopold Mbadou, un scientifique congolais qui explique comment la RDC, sur l'impulsion du président de la République, a réussi à faire échec à l'agression étrangère par le biais de la rébellion du M23.